Lors de mes voyages à Bagdad, quand j'étais invité à la table de Sinbad le marin, j'ai pu l'écouter raconter ses voyages en mer. Ces voyages sont extraordinaires et certains ont été plus durs que d'autres. C'est le cas du 3e, pendant lequel il a pu voir mourir beaucoup de ses compagnons devant lui. Quand il raconte celui-ci, tout le monde fait silence. Il ne le fait pas pendant qu'on mange, il attend que l'on ait terminé, car c'est après tout une histoire bien tragique. Avant de partir en voyage, il est de retour chez lui, et il vit bien, il mange bien, quand il a envie de reprendre la mer. Alors comme la fois d'avant, il reprépare un bateau, il rachète des marchandises, et il embarque. Malheureusement, pendant le voyage, une tempête détourne le bateau de sa trajectoire. Quand le vent retombe et que les vagues arrêtent de malmener le navire, le capitaine tente de lui faire demi-tour. Malheureusement, il ne peut pas. Il se jette à genoux, demande de l'aide, et tous les marchands et tous les marins, les uns après les autres, tentent de faire tourner le navire. Mais c'est impossible, il est pris dans un courant qui l'emmène droit sur les radeaux des hommes singes. Les hommes singes sont petits, ils naviguent sur des radeaux faits de simples troncs accrochés avec des lianes. Ils ont de très longs bras et ils sont recouverts d'une fourrure rousse. Ils attrapent le navire, montent à bord, vont se perdre dans les cordages et attachent l'équipage au centre, autour du mât. Certains ont essayé de se défendre, mais très vite, il est évident que les hommes singes sont plus forts qu'eux. Ils prennent possession du navire. L'un d'eux prend la barre et il les emmène jusqu'à une île où il les force à descendre et les abandonne sur la plage. Voyant qu'ils n'ont plus aucun autre choix que celui d'explorer l'île sur laquelle ils sont arrivés, le capitaine, ses marins et les marchands se mettent en route ensemble, à travers la forêt. Comme cela est déjà arrivé à Sinbad de se retrouver sur une île, il leur montre quelles racines et quelles herbes sont bonnes à manger. Grâce à lui, ils arrivent à se maintenir à peu près en forme. Au bout d'un jour et d'une nuit de marche, ils arrivent en vue d'un château immense. Ils s'en approchent avec curiosité d'abord, et ils n'ont même pas le temps de toquer à la très grande porte que elle s'ouvre en grand et une main immense les attrape tous. Ils entendent un rire terrible et on les met dans une petite cage. Ils viennent de se faire capturer par un jeune géant. Celui-ci est ravi en les voyant. Il les ausculte les uns après les autres en les tenant fort entre ses gros doigts. Et quand il trouve le plus gras d'entre tous, le capitaine, il l'empale du cul à la barbe, le fait rôtir doucement et le dévore. Plusieurs jours passent, plusieurs jours pendant lesquels les marins, les marchands, Sinbad sont enfermés dans la cage. Et tous les soirs avant de s'endormir, le géant choisit parmi eux celui qui lui fait le plus envie, l'embroche et le mange. Jusqu'au soir où il ferme mal la cage et il s'étend, ronfle immédiatement. Sinbad et les autres font alors chauffer au feu 2 grandes tiges de fer, et alors que le géant dort, ils lui enfoncent dans les yeux pour s'assurer qu'il ne les retrouvera pas le lendemain matin. Ensuite, ils se mettent en route vers la plage, et là, ils font des radeaux comme ceux des hommes singes, qu'ils mettent tout au bord de la mer. Le géant est mort, ils pourront rester ici. Le géant est en vie, il faudra fuir. Malheureusement pour eux, le géant, aveuglé, arrive jusqu'à la mer en hurlant. Il y en a d'autres avec lui qui lui demandent qui a bien pu oser lui faire ça. En les voyant, les hommes poussent les radeaux dans la mer et tentent de s'éloigner le plus vite possible. Mais les géants, en les voyant, lancent de gros cailloux qui coulent la plupart des radeaux.
tous, sauf un, celui de Sinbad, qui a réussi à s'échapper avec 2 de ses compagnons. Ils naviguent sur la mer ainsi, plusieurs jours, plusieurs nuits. Ils pêchent comme ils peuvent avec un petit bout de fer qui leur sert de crochet. Et un jour, enfin, ils arrivent sur une île. Enfin, ils trouvent des fruits. Pour la première fois depuis longtemps, ils mangent bien. Cette fois-ci, ils ne prennent pas le risque d'explorer alors qu'ils sont encore faibles. Ils se font un petit abri entre les racines d'un arbre et se couchent tous les 3. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant la nuit, sur cette île, un serpent géant sort. Il ne peut chasser que dans le noir et ne fait aucun bruit. C'est donc au milieu de la nuit que Sinbad et ses 2 compagnons se réveillent. L'un d'eux est en train de hurler. Très, très doucement, le serpent s'est approché de leur camp. Très, très doucement, il a commencé à avaler par les pieds un des 2 compagnons de Sinbad. Le pauvre malheureux hurle, de douleur, surtout de peur, car le serpent n'a pas de dents, il se contente de l'avaler tout rond et ne lâche pas la prise qu'il a sur sa taille. Il l'aspire un peu plus, et quand le marchand essaye de lui donner des coups de poing sur le nez, il lance la tête en arrière et la rejette sur le sol. Tous les os de l'homme se brisent et il meurt sur le coup. Sinbad, avec son dernier compagnon, fuit la scène sans demander leur reste. Le serpent s'en va. Il ne le voit pas de la journée. La nuit d'après, pour se mettre à l'abri, il monte dans un arbre. Sinbad, qui est un peu plus agile, arrive à grimper 2 branches au-dessus de son compagnon. Ils se disent qu'ils seront tranquilles, que le serpent ne doit pas monter aux arbres. Mais pendant la nuit, très doucement, le serpent s'approche de leur arbre. Très doucement, il commence à aspirer le marchand par les pieds. Quand il se rend compte de ce qui lui arrive, il est bien trop tard. Le serpent a déjà avalé plus de la moitié de son corps, et quand il le sent se réveiller, il le jette violemment contre le tronc. Sinbad regarde alors son dernier compagnon disparaître. La journée d'après, il ne voit pas le serpent, et il décide d'essayer de se protéger. Il se construit une coque avec plusieurs bâtons qu'il taille en pointe et accroche autour de lui la pointe vers l'extérieur. Il en a ainsi autour des hanches, autour du torse, autour de chaque bras, autour de chaque jambe, autour du cou. Il ressemble à une petite bogue d'épines. La nuit, il ne prend même pas la peine d'aller se cacher en haut d'un arbre. Il s'allonge et tente de s'endormir. Très doucement, le serpent s'approche, et très doucement, il tente de l'avaler par les pieds. Mais il blesse sa bouche sans dents sur les pics. Alors il essaye de l'attraper par ailleurs, mais il y a des pics partout. Il le secoue, il lui tape dessus, mais la coquille ne se brise pas. Et au petit matin, le serpent, qui n'y voit plus rien, repart dans son trou. Sinbad va alors se mettre sur la plage. Il a emmené avec lui d'autres bâtons. Il se refait une coquille pour le soir. Quand il voit arriver au loin un bateau, alors il fait de grands signes, bien sûr, essaye d'attirer l'attention de quelqu'un à bord et, heureusement pour lui, il y arrive. Une barque est mise à l'eau, avec plusieurs hommes à l'intérieur qui le font vite monter à bord et qui l'emmènent sur le bateau. Là, ils le nourrissent, ils le baignent, ils le laissent se reposer, et quand Sinbad leur raconte toutes ses aventures, ils sont si désolés pour lui et pour sa mauvaise chance, car personne qui connaît ces eaux ne se serait arrêté sur l'île au grand serpent. Sinbad n'a rien à leur offrir, mais les marins le rassurent. L'avoir sauvé est déjà une bonne récompense. Quand ils font escale à un port, le capitaine va voir Sinbad et lui demande s'il veut bien se charger
de vendre les paquets d'un marchand qu'ils ont perdu sur une île il y a de là bien longtemps. Sinbad demande plus de détails sur ce marchand et le capitaine explique qu'il s'agissait d'un jeune marchand venant de Bagdad, appelé Sinbad, qu'ils ont un jour perdu sur une île. Alors Sinbad ne contient plus sa joie. « Mais c'est moi, dit-il, c'est moi Sinbad le marin ?» Le capitaine au départ ne le croit pas, mais Sinbad peut décrire avec précision quel paquet il y a sur le bateau et quel est le signe qu'il a inscrit dessus pour les reconnaître. Le capitaine a du mal à le croire. Il veut penser qu'il est un homme honnête, mais on est si vite abusé. Heureusement pour Sinbad, arrive près du capitaine un chasseur de diamants, qui le reconnaît immédiatement. Lui-même est en train de faire ses affaires au marché, et il dit au capitaine « Vous voyez donc que mon histoire était vraie, celle que je vous disais la dernière fois. Quand j'ai chassé mes diamants, j'ai remonté un homme, c'était lui. » Alors le capitaine comprend, et avec la bonne foi du chasseur de diamants, il rend tous ses biens à Sinbad, qui peut les vendre, et d'île en île, de marché en marché, il rentre jusqu'à Bagdad, où là, il peut se reposer. Il calcule combien il doit aux nécessiteux, et ensuite s'achète les plus beaux vêtements, profite des meilleurs repas, boit les meilleures boissons, et passe son temps en la meilleure compagnie. Jusqu'à ce que l'aventure vienne à nouveau le chatouiller, bien sûr. Mais je vous raconterai cette histoire une autre fois, car là, le temps qui m'était imparti s'achève. Alors à très bientôt.